Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Eric Schneider aurait aussi aimé être pilote professionnel ou hacker éthique, mais ça aurait été plus difficile pour lui de reprendre les rênes de l'entreprise familiale Silvac, une entreprise qui fabrique des instruments de mesure connectés de haute précision. Eric Schneider est donc ingénieur, mais quoi qu'on dise des ingénieurs, lui, il aime bien communiquer. Eric Schneider, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que j'ai raison, vous aimez bien communiquer? Oui, tout à fait. C'est un élément qui est important dans notre métier. Alors, la communication en elle-même est un peu difficile pour nous, étant des ingénieurs, plus sur des techniques. Par contre, elle est extrêmement importante et c'est toujours un plaisir d'avoir un feedback ou des échanges avec des partenaires. Important pour la communication avec les clients, pour s'ouvrir au monde. C'est vrai qu'on a l'impression, on a parfois cette image de l'ingénieur un peu cloîtré, replié sur lui-même dans ses inventions. Vous dirigez donc cette entreprise Silvac qui compte 130 collaborateurs avec un siège à Malray et une entreprise aussi à Yverdon. Vous produisez 2500 instruments de mesure par semaine en moyenne. Avec ces instruments de mesure, on peut mesurer tout type de choses. Alors des implants dentaires, des carrosseries de voitures, des pièces pour l'aéronautique, l'horlogerie, pour l'industrie de l'emballage. Vos best-sellers s'y vont vers quel type d'industrie? Principalement, je pense, vers les sous-traitants, par exemple, des industries automobiles, la mécanique, de manière générale. Tous ceux qui usinent, qui font des copeaux, ce qu'on appelle, ils ont besoin d'instruments de mesure de précision pour pouvoir contrôler la pièce. Et ensuite, ça peut être utilisé dans différents domaines, comme vous avez mentionné, autant l'horlogerie, des tout petits, les petits pignons horlogers, jusqu'aux arbres en Norvège, pour savoir si le diamètre est suffisant pour pouvoir le couper. Alors justement, des applications, des champs d'application qui vous surprennent un petit peu. Il y aurait quoi? J'ai lu notamment mesurer la taille des homards en biologie marine. Exactement, ouais, mesurer la taille des homards ou la grandeur des crabes aussi, pour des places de crabes, pour savoir s'ils sont suffisamment grands pour pouvoir être mis sur le marché. Alors on va voir une photo d'un pied à coulisses. Donc ça c'est un instrument traditionnel j'ai vu que le premier a été retrouvé au 6e siècle même avant Jésus-Christ. Mais on place donc une pièce entre les deux becs et puis on a la mesure qui s'affiche sur l'écran et sur l'écran d'ordinateur. C'est ça votre particularité, c'est des appareils entre autres connectés. Exactement, de plus en plus. Donc on a toujours fait des appareils digitaux, donc affichage facile à lire, qu'on puisse ensuite connecter pour pouvoir ensuite saisir la donnée et ensuite traiter la donnée pour pouvoir corriger la machine ou simplement donner au client pour le contrôle qualité. Parce que j'imagine qu'à l'époque, donc on devait prendre justement son bloc-notes et puis noter à la main chaque mesure qu'on voyait soit sur la petite règle, soit alors le digital est quand même venu il y a quelques dizaines d'années sur le petit écran. Ça prenait beaucoup plus de temps. Ça prend plus de temps, il y a un risque d'erreur. Comme vous dites, à petite règle, on devait être très précis avec les traits pour savoir la précision exacte de la position. Aujourd'hui, c'est facile, même sans lunettes, pour les personnes un peu plus âgées comme moi, même sans lunettes, vous pouvez lire la mesure et elle est fiable. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette branche de la métrologie? La métrologie, c'est fortement intéressant. Déjà, on est partout dans tous les domaines. Donc, il y a aussi partout dans le monde multiculturel. Mais surtout, après, c'est les compétences nécessaires. Typiquement, chez Silvac, on a de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, du logiciel software et de l'optique. Et puis cette alliance, j'ai une formation de base de microtechnique, cette alliance de toutes les compétences est fortement intéressante pour nous en tant qu'ingénieurs. Donc vous avez des ingénieurs en recherche et développement qui viennent des différentes branches. Exactement, c'est 4 branches, chacun un département de développement. Alors c'est d'ailleurs comme ça que l'entreprise est née, dans cet esprit-là, fusionner la micromécanique et l'électronique. Comment est-ce que l'aventure a commencé ? L'aventure a commencé d'une part par mon père qui a ouvert une entreprise pour faire la micromécanique dans la région et qui a grandi. Et d'autre part par une unité par Silvac en l'occurrence sur le canton de Vaud qui a développé un système de mesure permettant d'être intégré dans tous les instruments de mesure. Et l'alliance des deux a fait que finalement nous avons fusionné les deux sociétés dans un deuxième temps. Là on voit votre papa à droite. Avec un autre membre de la famille à gauche? Non, c'est un ingénieur, un développeur qui n'est pas ingénieur.
Il y a donc cette idée d'introduire le digital dans les instruments de mesure. On était donc l'entreprise née en 1969. C'était quelque chose de novateur. Ah oui, c'était vraiment les prémices du digital. On était les premiers à avoir un système de mesure. Il y avait 2-3 acteurs mondiaux qui avaient déjà un système. Et on a réussi à prendre assez vite le devant et être une position intéressante sur le marché. Vous étiez en Suisse, en tout cas pendant plusieurs années, les premiers à faire ça. Tout à fait, on était les Suisses, les premiers en Suisse. Ça nous permettait d'avoir des clients aussi en Suisse qui exportaient ensuite dans d'autres parties du monde. On va voir parmi les premiers, les instruments développés, on va dire au XXe siècle encore. On est dans quelles années là ? Là, on est dans les années 80-90. À 80-90, on va voir notamment un pied à coulisses relié à une petite imprimante qu'on voit ici en bas à droite. On avait directement le protocole de mesure qui sort de l'instrument lui-même. Ça, c'était absolument innovant. On était les seuls sur le marché à avoir ce genre de système. Mais dans l'autre sens, on avait aussi les PC, les computers, les ordinateurs n'étaient pas très populaires encore. Donc on pouvait avoir le protocole sans passer par l'ordinateur, qui était assez compliqué. Vous grandissez à Bévillars. C'était quoi votre rapport à l'entreprise ? Vous y alliez souvent ? Est-ce que votre papa racontait, quand il rentrait à la maison, ce qui se passait à l'entreprise ? Oui, il racontait régulièrement, c'était quand même notre vie. Et puis dans le Grand Chasseral, on a tendance à vivre, on baigne dans la microtechnique, donc on est tout le temps dans cet environnement. Et puis à tel point que les vacances, mon rêve, c'était... Pour les vacances, c'était pas d'aller en bord de la plage, c'était d'aller travailler à l'usine. Donc vous passiez vos vacances à travailler à l'usine ? Une partie. Depuis petit, usine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez ? On faisait du montage, de l'usinage, des petites pièces, des petites choses, mais c'est cet aspect technique qui nous intéressait. À tel point qu'une fois, une professeure m'a demandé si j'avais plus que 2 semaines à vivre, qu'est-ce qu'on ferait ? C'était pour raconter une histoire. Donc j'ai dit, j'irai travailler à l'usine. Donc c'était déjà vraiment une passion, c'était clair pour vous. Un jour, moi, j'aimerais travailler dans cette entreprise. Dans ce domaine-là, en tout cas. Dans ce domaine-là. Et pour votre frère aussi ? Je pense que c'était la même chose. Hein. Votre frère Jacques, qui est donc directeur de la production chez Silvac. Vous grandissez dans quel genre de famille ? Qu'est-ce qu'on vous donne comme éducation, vous ? Dans une famille assez bien équilibrée, avec des valeurs assez traditionnelles, avec aussi les 2 parents qui travaillent. Donc c'est déjà cet équilibre vie privée professionnelle à trouver. À l'époque, il n'y avait pas de crèche non plus, donc il fallait trouver des solutions. Donc mes parents ont très bien réussi à trouver l'équilibre pour nous élever de manière cohérente, je dirais. Votre maman travaillait dans l'entreprise aussi ? Oui. C'est typiquement un petit peu dans l'arc jurassien ou de ce genre de PME. Tout le monde travaille dans l'usine et puis il faut trouver un équilibre. Ce qui est remarquable à mon avis, parce que c'est pas facile d'être tous les jours avec les mêmes personnes et puis d'avoir les mêmes problèmes. On va à la maison, on raconte les mêmes problèmes. Pour moi, ça serait difficile de vivre comme ça. Il y avait des tensions parfois liées à ça à la maison ? Je ne crois pas, ils étaient très bien. Mon père avait réussi à prendre du recul un petit peu. Ma mère était assez conciliante, donc je pense qu'ils ont trouvé leur équilibre assez facilement. Et vos parents vous ont laissé libre de choisir votre voie, ou il y avait quand même une petite pression Je pense qu'on était libre, mais il y avait tout ce qui était derrière. La préparation a été faite pour qu'on suive la voie. Alors justement, vous allez vous former à la Haute École d'ingénieurs de Saint-Imier en microtechnique. Vous entrez dans l'entreprise en 1994 comme ingénieur recherche et développement. Et puis en 2000, vous êtes nommé directeur de l'entreprise. Vous reprenez le poste de votre papa. Vous aviez 28 ans. Exactement. Qu'est-ce que vos souvenirs sont comment de cette période-là ? C'est jeune pour assumer de telles responsabilités. Oui et non, parce que mon père a pris sa retraite assez tôt. Par contre, il est resté au conseil d'administration, donc il y avait un soutien derrière. Il est resté aussi en soutien derrière pour les problèmes quotidiens. Et puis j'avais mon frère derrière aussi en backup. Donc je pense que l'équilibre était assez bon. Oui, il y a 2-3 responsabilités. J'ai fait des erreurs, on apprend des erreurs, je prends aussi. Et puis on a réussi comme ça à bien travailler ensemble, en famille, je pense, pour viser le moyen et le long terme. Vous devenez directeur du groupe après que Schneider fusionne. L'entreprise s'appelait Schneider SA. Elle fusionne avec l'entreprise Silvac à Crissier. Elle se renomme Silvac. Vous passez de 40 à 80 collaborateurs. Ça, c'était un gros saut en avant aussi. Oui, alors ça, c'était le plus important comme saut déjà. Pour la partie management, il y a 2 équipes sur 2 endroits différents avec
des cultures différentes. Hein. Et puis l'autre aspect aussi, c'est mettre cette culture, je dirais, grand chastral, plutôt microtechnique, avec plus la culture un peu citadine service sur Crissier. Ça, c'était un gros challenge. Il a fallu plusieurs années pour que les gens commencent à bien travailler ensemble, on va dire. Parce que qu'est-ce que ça posait comme défi ? Simplement, hein, vous savez que dans une entreprise, déjà si on a 2 étages différents, on pense qu'ils sont ailleurs, les gens. Voilà, en étant à 120 km, il y avait cette distance et c'est toujours les autres. Hein. Quand il y a une faute, c'est les autres, c'est jamais nous. Autres, ouais. Voilà. Et puis il y avait cette culture un petit peu de pousser la faute aux autres. En se connaissant mieux, on prend un coup de fil, on prend le téléphone, on lance un coup de fil pour essayer de résoudre le problème. Et puis là, vous avez essayé de beaucoup agir pour que justement les équipes s'entendent bien les uns avec les autres. Exactement, ouais. Donc beaucoup de sorties, on essaie de mélanger les gens, on essaie de faire des sorties sportives aussi, où pendant le sport c'est plus facile d'échanger, de mieux se connaître aussi, hein, pour qu'il n'y ait pas de tension. Le problème, c'est soit on ne communique pas, soit il y a des tensions. Donc en ayant un peu plus de rapprochement entre les équipes, je pense que ça facilite le fonctionnement. Et là, vous me disiez en préparant l'interview, à Malray, il y a cet esprit quand même familial. Les gens habitent en général dans le Grand Chasal, même assez proche de Malray, de l'entreprise. Alors qu'à Yverdon, c'est moins le cas. Ils habitent plus loin aussi de l'entreprise. Il y a plus cet esprit citadin, un peu moins familial aussi. Ouais, alors familial, pour l'entreprise, je pense que ça restait. Par contre, en effet, ils sont plus indépendants par rapport aussi à leur la partie géographique. Hein. Et puis aussi, ils mangent à midi ensemble. Après, c'est fini, c'est terminé. Je veux dire, en fin de journée, il n'y a plus vraiment de relation. À Malray, c'était plus un petit peu le soir, on va encore boire une bière ensemble, ou on va faire une activité ensemble. C'était beaucoup moins le cas à Crissier. Vous travaillez donc en famille, il y a d'autres membres de votre famille aussi dans l'entreprise. Votre frère, qui est directeur de la production, on l'a dit, tout le monde ne rêve pas de travailler avec sa propre famille. Pour vous, ça se passe bien ? Ça se passe bien, en effet. Je pense il y a eu quelques hésitations pour les personnes aussi de venir dans l'entreprise. Par contre, finalement, ça se passe bien. Je crois que si on est cohérent, on est ouvert aussi. On n'hésite pas de signaler ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il y a de bien. Je pense que ça aide beaucoup. On ne ramène pas ces dynamiques familiales à l'intérieur de l'entreprise? Non, je pense que... Enfin, nous, on essaie d'éviter parce qu'il faut qu'on soit aussi professionnel. Donc, il ne faut pas mélanger famille et profession. Donc, on essaie au maximum. Après, ce n'est pas toujours possible. Il y a aussi peut-être l'image de certaines personnes s'ils voient que c'est la cousine et elle a des avantages par rapport aux autres et ça peut être mal perçu. Donc, on essaie vraiment d'être juste, on va dire comme ça. Vous avez aussi la possibilité de prendre la distance puisque vous voyagez beaucoup, hein, 1 semaine par mois, vous êtes à l'étranger. C'est quelque chose, un aspect de votre métier que vous aimez? Ah oui, j'adore voyager. Pas forcément voyager de déplacement, par contre, de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer des clients, d'échanger avec des clients finaux, des partenaires, c'est enrichissant. Et puis surtout, la communication, de nouveau. La compréhension de la communication est très différente si on prend un Chinois ou un Américain, c'est 2 opposés. Et puis cet aspect culturel, la communication... Et ça, vous avez dû apprendre justement comment... Oui, tout à fait. Les codes de comportement. On a même fait des cours, on a ouvert l'unité en Chine, on a fait des cours pour nous apprendre à appréhender la différence culturelle. Puis je pense que ça nous a bien aidé. Où est-ce que c'est le plus difficile de communiquer avec des clients où vous avez dû apprendre le plus de choses? La Chine et l'Inde, je pense. C'est vraiment 2 pays assez difficiles. Mais on sous-estime des fois, par exemple, la différence aussi avec les Américains, qui sont toujours très positifs. Ils voient toujours les choses positives. Et puis nous, des fois, on laisse emballer un petit peu alors que ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent dire. Donc des fois, on pense qu'ils comprennent alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Vous exportez, il faut le dire, 85% de vos produits à l'étranger. Par contre, dans certains pays, là, vous n'exportez pas. Par exemple, la Russie ou l'Iran pour des questions géopolitiques. Par contre, vous dites ne pas connaître souvent votre client final. Alors, comment on s'assure que les pièces ne finissent pas justement dans ces pays-là, par exemple? Alors, pour les petits instruments, c'est difficile. En effet, on passe par des distributeurs. Donc, on voit rien en direct. On passe à un distributeur qui revend à nos clients finaux. Donc, c'est presque impossible de contrôler ça. Par contre, pour les grandes machines, il y a une installation. Donc, on sait dans quel pays il sera installé. Et puis maintenant, gentiment, on les connecte. Et puis, on peut contrôler dans quel pays il est installé, effectivement.
Vous vendez, par exemple, on va voir un instrument de mesure, c'est un instrument de mesure optique qui fonctionne avec un système d'ombres chinoises, d'ailleurs, pour calculer la mesure des pièces. Vous me disiez vous en avez vendu aux Américains pour mesurer, sauf erreur, des canons. Tout à fait, oui. Alors, c'est un appareil qui mesure des pièces cylindriques, donc le canon par définition est cylindrique. Donc ils vont mesurer des canons pour je ne sais pas quel outil. Et bien, c'est intéressant comme système parce qu'en effet, avec les ombres chinoises, on pense qu'on peut juste s'amuser, mais en fait, on peut mesurer le micron. Donc le micron, on coupe le cheveu à 70 et on arrive à descendre à cette précision pour mesurer ce genre de pièces. Et fournir des instruments qui vont servir à l'industrie de l'armement, vous, éthiquement, est-ce que ça vous pose problème ou pas? On a bien réfléchi. Alors oui, ça nous dérange un peu. Par contre, on considère que si nous ne le faisons pas, nous, le concurrent le fera. Donc je pense que pour les guerres, il vaut mieux travailler sur la paix, la promotion de la paix, que plutôt sur l'armement. Donc on continue de livrer les personnes sans contrôler, enfin les clients sans contrôler si c'est pour des armes ou non. Mais il y a une réflexion de base pour... Tout à fait. Mais même si on voudrait ne pas livrer aux industries de l'armement, on ne pourrait pas contrôler parce que passer par plusieurs distributeurs, on ne sait pas qui est le client final. Donc ça devient trop difficile à contrôler. Vous avez l'impression qu'il faudrait qu'il y ait plus de règles données aussi par l'État pour permettre de faciliter ce contrôle? Non, moi je pense qu'il faut au contraire moins de règles. Je pense typiquement les banques, l'interdiction d'exploitation en Russie, à mon avis, ça ne sert à rien. Par contre, il faudrait travailler proactivement, comme malheureusement n'a pas fait la Suisse, proactivement pour promouvoir la paix et puis essayer de résoudre les conflits. Il y a beaucoup de conflits qui, à mon avis, pourraient être tués dans l'œuf si on les prend assez tôt. On le disait, donc vous êtes à l'étranger une semaine par mois. Avoir un papa qui voyage beaucoup pour votre fille qui a aujourd'hui 17 ans, est-ce que ça a été difficile? Pour vous aussi? Pour moi, une fois qu'on est en voyage, je pense qu'on n'a pas le temps tellement de penser à ce genre de choses-là. Pour la famille, un peu difficile, mais j'ai la chance d'avoir une épouse qui était très conciliante, très flexible et qui a pu s'occuper, pallier mes absences régulières. On voit sur la photo votre épouse tout à droite, qui s'appelle Jannick, et votre fille Lara. C'était en 2014, juste à côté de votre épouse. Et puis alors là, elles sont en train de se faire mesurer, donc c'est toute la famille, les cousins, cousines aussi, par un pied à coulisses géant. Vous pouvez nous raconter ce qu'on voit? Pour notre inauguration du bâtiment à Malray, nous avons développé et construit avec les apprentis un pied à coulisses géant, le plus grand du monde. Et on a profité de faire un record Guinness Book, l'inscrire au Guinness Book comme le plus grand pied à coulisses du monde. Et on a fait un petit événement avec, entre autres, des mesures de personnes. Alors vous êtes aussi passionné de pilotage, on l'a dit, hein. Vous pilotez des avions privés. Qu'est-ce que vous aimez dans le pilotage? La partie technique, structurelle, hein, je pense que déjà c'est intéressant d'avoir des checks, d'avoir des situations d'urgence à gérer. Et puis après c'est la partie volée, typiquement quand on va voler dans les Alpes, je dis que c'est superbe, on peut faire le tour du Cervin en 1h30 le matin, le dimanche matin, puis revenir pendant qu'on déjeuner avec la famille. C'est vraiment un beau loisir. Et puis aussi, on a profité d'aller, comme sur cette photo-là, d'aller jusqu'en Corse avec les petits avions. En 2h30, 3h30, on arrive à décoller de Neuchâtel, puis ensuite poser en Corse. Donc c'est pour un week-end. Ça vous arrive d'avoir des situations vraiment difficiles? Comme pilote, il y a toujours quelques situations d'urgence. Typiquement, une fois, j'avais l'alternateur qui ne rechargeait plus les batteries. Alors, je voyais les jauges à essence qui descendaient. Je regardais si j'avais un trou dans le réservoir. Ce n'était pas le cas. Puis, finalement, on a compris que c'était ça. Donc, j'avais ma soeur et ma mère avec moi. Et puis, elles étaient un peu tendues, malheureusement. Parce qu'on a continué le vol. Puis après, on allait atterrir. Alors, je disais, on va essayer d'atterrir en rentrant. Elles sont revenues avec vous les fois suivantes. C'était fini. Vous êtes aussi passionné de sport, golf, du triathlon. Qu'est-ce que vous aimez dans le sport? Alors déjà, se dépasser. Je pense que c'est intéressant d'avoir des objectifs, des buts. Et puis après, beaucoup par rapport à la vie privée professionnelle, c'est de pouvoir évacuer un petit peu la pression, changer dans sa tête, penser à autre chose et prendre du recul un petit peu sur les affaires. Et le défi le plus grand que vous êtes fixé, que vous avez réussi à relever dans le sport, c'est quoi? Je pense que c'est l'Ironman que j'ai fait il y a quelques années, qui est vraiment quand même chronophage pour l'entraînement.
Vous rappelez ce que c'est l'Ironman? Un Ironman, c'est on nage 3,8 km, on roule à vélo 180 km, puis ensuite on finit par un marathon 42 km en course à pied. Et puis c'est vrai que ça a l'air impressionnant. Et puis ce qui est vraiment impressionnant, encore, je suis un ancien nageur, j'ai fait de la natation de compétition. Donc j'aime bien 2 heures en natation, donc on part pour 10 heures de sport, on part en sprint en fait. Ça c'est impressionnant. Puis après il faut pouvoir reprendre son souffle et puis continuer. Mais c'est des enchaînements aussi qui sont intéressants. En défi maintenant professionnel, vous détenez avec Silvac 5% du marché mondial. Votre concurrent principal, c'est le japonais Mitutoyo qui possède 50% du secteur. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus de pourcentage? C'est une bonne question. On aimerait bien arriver à leur niveau, mais c'est ambitieux un petit peu. Non, c'est carrément les concurrents, il faut les respecter. Ils sont très forts, ils sont bien implantés, une bonne qualité, un peu moins innovants. Et puis, ils ont une production au Japon. Le Japon était quand même très technique, très industriel il y a 30-40 ans, donc c'est une histoire un peu plus grande. Et puis, ils ont réussi à développer leur marché de manière impressionnante. Aussi, les Japonais sont très forts en automobile, par exemple, en Asie du Sud-Est. Donc, chaque fois qu'il y a Nissan dans les pays Indonésie ou Thaïlande, ils prennent des sous-traitants japonais. Donc, ils ont aussi cet avantage-là pour ensuite se développer dans les pays en voie de développement. Et qu'est-ce qui serait votre objectif? Quel pourcentage du marché mondial? Si on peut monter à 7-8%, je pense qu'on sera déjà content. Mais après, ce n'est pas forcément le volume qui nous intéresse beaucoup, c'est plutôt avoir suffisamment de marge. En Suisse, on est très cher, les coûts sont élevés. Le franc est aussi un problème pour nous de plus en plus, pour l'exportation. Donc si on peut avoir un volume un petit peu plus élevé, mais avec des marges suffisantes, avec des innovations, c'est plus notre objectif à moyen et long terme. Votre objectif, c'est aussi la durabilité. Vous avez des batteries sur vos instruments qui peuvent durer 2 ans, par exemple. Là, c'est l'idée de les rendre éternels. Comment Exactement, une batterie à vie. Donc il y a plusieurs solutions. Soit en approvisionnant un petit peu avec des cellules solaires, ces instruments et recharger en batterie, soit en ayant une grande capacité qui permet juste d'avoir ce qu'il faut comme courant pour utiliser l'instrument, en développant de nouveau un système de mesure qui consomme encore moins. Donc se démarquer aussi par la durabilité. On va finir sur cette image. On voit ici un comparateur vertical, donc c'est de nouveau un système de mesure. Là, vous êtes mesuré, en fait, on a juste la mesure qui ne s'affiche pas sur l'écran. Mais qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette machine? De nouveau, c'est le plus grand comparateur au monde, à notre connaissance. Donc avec cet instrument, on va essayer de refaire un record mondial, un record Guinness Book, qui sera inscrit dans le livre cet automne, dans notre nouvelle unité en Chine. Et puis de nouveau, ça nous montre notre capacité, nos compétences à se développer, à être flexible pour trouver des solutions différentes par rapport à la concurrence. C'est vrai, ça on ne l'a pas dit, vous avez une unité de production en Chine et aussi un bureau en Inde. Exact. Eric Schneider, merci beaucoup de nous avoir dévoilé votre métier, les coulisses de votre entreprise. Avec plaisir, merci. Quant à nous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Commit After Work, le Business Talk. Merci de nous avoir suivis. Commit After Work, le Business Talk, a été présenté par Commit. Une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable.